L'affaire Émile, ce nom, aujourd'hui gravé dans la mémoire collective, résonne comme une plaie ouverte. Un drame intime, devenu une énigme nationale. Le 8 juillet 2023, dans un décor de carte postale, perché à 1200 mètres d'altitude, le petit Émile, 2 ans et demi, disparaît sans laisser la moindre trace. Un instant d'inattention, dit-on, et l'enfant s'évapore dans les bois du Haut-Vernay. Ce hameau paisible, figé dans le temps, va basculer dans l'horreur. Très vite, les secours se déploient à grande échelle. Les hélicoptères survolent les forêts, les chiens tracent les moindres pistes, les ruisseaux sont sondés, mais rien. Pas un cri, pas une trace, pas même un jouet abandonné. Le silence, le vide, l'angoisse. Dès les premières heures, quelque chose ne colle pas. Les témoignages des proches se contredisent. Les horaires sont flous, les comportements détonnent. Un enfant de cet âge ne disparaît pas tout seul, sans que personne ne voie pour rien. Les enquêteurs, prudents, gardent d'abord toutes les hypothèses ouvertes. Mais très vite, les regards se tournent vers la famille. Et un nom revient, encore et encore. Philippe Vedovini, le grand-père. Un homme respecté, ostéopathe, père de famille, pratiquant, fervent. Mais derrière l'image lisse, un passé trouble commence à émerger. Des rumeurs de violences éducatives, un lien ancien avec une communauté religieuse extrême, des témoignages sur une autorité oppressante. Et cette question lancinante. Pourquoi n'a-t-il pas remarqué l'absence d'Émile plus tôt? Les semaines passent, les mois s'accumulent. L'enquête piétine en apparence, mais dans l'ombre, la machine judiciaire s'active. Des écoutes téléphoniques révèlent des conversations troublantes entre les membres de la famille. Des contradictions, des silences gênés, des phrases coupées nettes. Le 25 mars 2025, coup de tonnerre. 2 ans presque jour pour jour après la disparition. La section de recherche de Marseille passe à l'action. Philippe Vedovini, son épouse Anne, et 2 de leurs enfants majeurs sont placés en garde à vue. Les chefs d'inculpation sont accablants. Homicide volontaire et recel de cadavres. Des perquisitions sont menées à leur domicile, des véhicules sont saisis, dont une voiture familiale suspectée d'avoir été utilisée le jour du drame. Les enquêteurs espèrent une faille, un aveu, une preuve irréfutable. Mais après 48 heures, tous sont relâchés faute d'éléments matériels suffisamment solides. Pourtant, une chose est désormais certaine. La piste familiale est devenue le cœur de l'affaire. Et la figure du grand-père, jusqu'alors préservée, vacille. Comment un homme aussi structuré et aussi rigoureux a-t-il pu laisser un enfant échapper à sa vigilance? Pourquoi les vêtements d'Émile, soigneusement préparés pour ce jour d'été, semblent-ils n'avoir jamais été portés? Et surtout, que s'est-il réellement passé dans les minutes qui ont précédé la disparition? L'affaire Émile n'est plus seulement une disparition. C'est un mystère familial qui se fissure. Une vérité étouffée qui tente de remonter à la surface. Et chaque nouvelle révélation plonge un peu plus le pays dans l'incompréhension, la colère et le deuil. L'affaire Émile, déjà empreinte d'un mystère suffocant, vient soudainement de plonger dans une noirceur plus profonde encore. Pendant près de 2 ans, les enquêteurs ont tâtonné, traqué des ombres, interrogé des silences. Puis, le 30 mars 2025, le destin s'invite brutalement dans l'enquête. Un randonneur, égaré dans une zone boisée proche du Haut-Vernay, à seulement 2 kilomètres du domicile des grands-parents, tombe sur une découverte qui glace le sang. Des ossements humains. L'alerte est immédiate. Les forces de l'ordre, accompagnées d'experts médico-légaux, bouclent les lieux. Et très vite, le doute n'est plus permis. L'analyse ADN confirme ce que tous redoutaient, sans oser l'admettre. Les restes retrouvés appartiennent à Émile Soleil. Mais ce qui choque davantage encore, ce ne sont pas seulement ces os déterrés du silence, c'est ce qu'on retrouve avec eux. Une petite veste jaune, un short d'enfant, des chaussures minuscules, presque intactes, peu marquées par le temps, à peine souillées. Comme si ces vêtements n'avaient pas passé 2 hivers dehors. Comme s'ils avaient été déplacés récemment, ou pire, conservés ailleurs puis déposés là, délibérément. Dès lors, une hypothèse prend corps. Celle d'un corps dissimulé, protégé, manipulé.
Le mystère s'épaissit, mais une autre révélation va venir tout bouleverser. Lors d'une perquisition dans le bureau personnel de Philippe Vedoviny, les gendarmes découvrent une clé USB cachée au fond d'un tiroir. Dessus, un seul fichier audio. La voix est reconnaissable entre toutes. Celle de Philippe, calme, posé, presque apaisé. Mais les mots, eux, sont insoutenables. Il y avoue avoir tué son petit-fils. Un accident, selon lui. Un moment d'emportement, une colère mal maîtrisée, un geste de trop. Émile aurait désobéi, provoqué une scène. Et dans l'excès, ce témoignage, capturé sans témoin, sans date précise, a l'effet d'une bombe, car il dévoile ce que tant redoutait. L'impensable s'est déroulé au sein même de la famille. Mais alors que les enquêteurs s'apprêtent à relancer les auditions, un nouveau drame vient clore brutalement ce chapitre funeste. Le 12 mai 2025, Philippe Vedoviny est retrouvé sans vie dans sa voiture, stationnée près d'une chapelle isolée. À ses côtés, une boîte de médicaments vide. Sur le siège passager, une lettre, un adieu, écrit à la main, adressé à sa femme et à ses enfants. Il y exprime des regrets profonds, demande pardon, nie toute complicité, affirme avoir agi seul. Ce suicide ne referme pas l'affaire. Il l'ouvre sur une abîme de doutes et de douleurs. Car cette confession, aussi détaillée soit-elle, pose 1000 questions. Pourquoi l'avoir enregistrée et non transmise? Pourquoi attendre 2 ans? Et surtout, personne n'aurait-il rien vu, rien soupçonné? Était-il réellement seul à porter ce fardeau, ou protégeait-il quelqu'un d'autre? Le visage d'une famille discrète, pieuse, autrefois modèle, s'est fissuré sous les projecteurs. L'image s'est brisée, et avec elle, les derniers espoirs de retrouver Émile vivant se sont éteints définitivement. La France, bouleversée, regarde désormais cette affaire avec une gravité nouvelle. Car il ne s'agit plus seulement d'un enfant disparu, mais d'un secret de famille aux allures de tragédie antique. Et la justice, elle, ne peut plus se contenter d'un mort et d'une lettre. Elle doit creuser encore, comprendre, exposer ce qui reste dans l'ombre. Car derrière la douleur, il y a encore des silences à briser, des responsabilités à éclairer. Le pays, lui, attend une vérité entière. Pas celle dictée par un dernier souffle, mais celle qui résiste à la mort et au mensonge. L'affaire Émile, déjà marquée par l'horreur et l'incompréhension, s'est muée en une véritable déflagration familiale et sociale. Car si l'enregistrement retrouvé dans le bureau de Philippe Vedoviny semble confirmer son implication directe dans la mort du petit garçon, il ne livre qu'un fragment d'une vérité bien plus vaste, plus trouble, plus dérangeante. Une ombre immense s'étend désormais sur la famille Vedoviny, brisant les apparences, pulvérisant le silence derrière lequel se cachaient peut-être bien des non-dits. Quelques semaines après le choc, une voix se fait enfin entendre, celle d'Anne Vedoviny, l'épouse de Philippe, la grand-mère d'Émile. Elle choisit de s'exprimer non pas en personne, mais par l'intermédiaire de son avocat. Une lettre, lue d'une voix sobre mais ferme, dans laquelle elle clame sa douleur, sa sidération. Elle affirme n'avoir jamais soupçonné son mari, dit avoir cru, jusqu'au bout, à un accident ou à un enlèvement. Mais ces mots ne suffisent plus, car les enquêteurs, eux, n'oublient pas certaines hésitations, des incohérences dans les récits, des silences pesants. Et une question brûlante, se pourrait-il qu'Anne ait su, ou deviné, sans jamais parler? Et puis un autre drame, une autre victime collatérale. Claude Gillot, prêtre respecté, figure du cercle catholique traditionnel auquel la famille Vedoviny appartenait, son suicide a bouleversé la région. Quelques semaines avant son geste désespéré, son presbytère avait été perquisitionné. Officiellement, il n'était pas suspecté, mais les enquêteurs cherchaient à savoir s'il avait reçu, dans le secret du confessionnal, des révélations impliquant certains membres de la famille. L'un des fils Vedoviny l'aurait accusé de trahison, l'accusant d'avoir collaboré avec les autorités. Pression, isolement, tourmente intérieure. Le père Gillot s'est effondré, emporté par une tempête à laquelle il n'était pas préparé. Sa sœur, bouleversée, a publiquement dénoncé l'acharnement de certains membres de la famille Vedoviny, pointant du doigt une responsabilité morale
dans cette disparition tragique. Mais malgré les aveux de Philippe, les zones d'ombre persistent. Elles s'épaississent même. Le déplacement du corps d'Émile, manifestement effectué bien après sa mort, reste un mystère. Qui l'a aidé? Comment un homme seul, déjà sous le feu des projecteurs médiatiques et surveillé par les enquêteurs, aurait-il pu organiser une telle dissimulation sans assistance? Impossible, selon certains. Des analyses sont en cours, des tests ADN sur les vêtements, des expertises sur les dates d'exposition aux éléments naturels. Le domicile des grands-parents est de nouveau inspecté. Chaque centimètre devient un possible lieu de vérité. Dans ce climat de tension croissante, les parents biologiques d'Émile, jusqu'alors silencieux, voient leur douleur s'exprimer de manière plus perceptible. Si leur anonymat a longtemps été respecté, des proches confirment que les relations avec la famille Vedovini étaient tendues, voire conflictuelles. Bien avant le drame, le père d'Émile aurait alerté à plusieurs reprises sur la rigidité éducative du grand-père, qu'il jugeait autoritaire, dur, voire brutal. Il aurait même refusé à plusieurs reprises de laisser son fils sous la garde exclusive de Philippe. Des décisions qui, à la lumière des événements, prennent un goût amer, terriblement prémonitoire. Aujourd'hui, cette affaire a dépassé les murs du tribunal, elle a quitté les bancs du droit pour entrer dans les foyers, dans les consciences. Elle est devenue le miroir cruel d'une société où le silence tue, où la famille peut devenir le théâtre du pire. Des experts en psychologie familiale tirent la sonnette d'alarme. Ils parlent du huis clos destructeur, ce mécanisme d'étouffement émotionnel qui empêche de parler, d'alerter, de briser le cycle. Certains réclament une réforme en profondeur des lois contre la maltraitance intrafamiliale, avec plus de prévention, plus d'écoute, plus de protection pour les enfants. Et pourtant, malgré les aveux, malgré la mort de Philippe Vedovini, malgré la lettre d'adieu, le sentiment d'inachevé est tenace. Car la vérité, la vraie, celle qui ne laisse aucun doute, n'a pas encore totalement émergé. Les enquêteurs, eux, le savent. Ils poursuivent, ils fouillent, ils interrogent encore. Leur objectif n'est plus simplement d'identifier un coupable, mais de reconstituer intégralement cette tragédie, de comprendre chaque rouage, chaque décision, chaque silence, pour que l'histoire d'Émile ne soit pas seulement celle d'un enfant disparu, mais celle d'une lumière retrouvée au cœur des ténèbres. Ils pensaient tous que le pire était passé, que le drame avait atteint son paroxysme avec la découverte macabre des ossements d'Émile, que l'aveu posthume du grand-père Philippe Vedovini allait clore un chapitre sombre de l'histoire judiciaire française. Et pourtant ce n'était que le début, car ce qui allait suivre allait dépasser l'imaginable, briser les certitudes, détruire ce qui restait d'une réputation déjà meurtrie et rouvrir des blessures que beaucoup espéraient, refermer à jamais. Tout commence lorsqu'un ancien membre de la gendarmerie, ayant participé aux fouilles initiales, décide de briser l'omerta dans un témoignage explosif livré anonymement à un grand média national. Il affirme que certains secteurs boisés autour du Haut-Vernay avaient volontairement été écartés des recherches sur ordre de la hiérarchie et que les raisons invoquées à l'époque étaient floues, voire incohérentes. Les zones dites sensibles auraient été jugées trop instables géologiquement. Or les mêmes lieux sont précisément ceux où les restes d'Émile ont finalement été découverts presque 2 ans plus tard. Cette révélation jette un froid glacial sur l'intégrité de l'enquête initiale. Mais ce n'est pas tout, car très vite, d'autres voix se lèvent des voisins, restés jusque-là silencieux, par peur des représailles, commencent à témoigner. L'un d'eux, un ancien agriculteur, affirme avoir entendu des cris d'enfants. En fin d'après-midi, le 8 juillet 2023, il en parle à un proche qui lui aurait dit de ne pas se mêler de cette histoire. Que les Vedovini étaient des gens puissants et influents, surtout dans les cercles religieux. Cette influence fait d'ailleurs l'objet d'un autre volet encore plus sinistre de l'affaire. Car après le suicide du prêtre, Claude Gillot des perquisitions ont révélé une correspondance troublante entre lui et Philippe Vedovini, des lettres manuscrites échangées sur plusieurs mois, dans lesquelles ils évoquent la notion de sacrifice d'épreuves infligées aux innocents pour purifier les âmes
et expier les fautes des adultes, des propos qui glacent le sang et laissent penser qu'au sein même de cette communauté ultra-traditionnaliste, des idées radicales, voire sectaires, auraient pu influencer la perception du bien et du mal. Plus choquant encore, l'une de ces lettres écrites peu de temps avant la disparition d'Émile évoque la crainte que l'enfant ne soit contaminé par le monde moderne et qu'il faille intervenir pour le sauver d'une forme de damnation sectaire, est alors saisi et commence à analyser les liens entre les Vedovini et d'autres familles issues du même courant idéologique. Dans ce contexte, une autre révélation va bouleverser encore davantage l'opinion publique, car un ancien élève de Philippe Vedovini aujourd'hui, adulte, affirme devant caméra avoir été témoin dans son enfance de comportements extrêmement violents et humiliants de la part de cet homme qu'il considérait alors comme une figure paternelle. Il parle de séances de punition collective de jeûne imposées à des enfants et de punitions corporelles infligées sous couvert de discipline chrétienne. L'homme fond en larmes lorsqu'il évoque la figure d'Émile et dit avoir reconnu dans sa disparition les mêmes mécanismes de contrôle de silence et de peur qu'il avait lui-même subis dans son enfance. Les psychiatres missionnés pour analyser les lettres de Philippe confirment la présence d'un profil psychorigide obsessionnel dominé par la peur du péché et la volonté absolue de contrôle sur les siens. Selon eux, une montée de tension dans ce cadre pouvait mener à un passage à l'acte brutal et irréfléchi. Mais ce n'est pas la fin du cauchemar, car les experts en criminalistique, qui poursuivent les analyses sur les vêtements retrouvés aux côtés des restes d'Émile, découvrent des fibres textiles non identifiées sur la petite veste jaune, des fibres qui ne correspondent ni aux habits du grand-père, ni à ceux de la famille proche, mais qui ressemblent à des matériaux retrouvés dans un ancien cabanon appartenant à un ami très proche des Vedovini. Cet homme n'a jamais été entendu dans l'enquête initiale et se trouve actuellement à l'étranger. Ce rebondissement pousse les enquêteurs à rouvrir de nombreuses pistes négligées et à explorer l'éventualité d'une complicité extérieure, voire d'un réseau protecteur autour de la famille. Ce qui rend l'affaire encore plus insoutenable pour les parents biologiques d'Émile, dont la douleur devient publique pour la première fois. Ils accordent une interview bouleversante dans laquelle